Chaque année, à l'approche ou durant le mois de Ramadan, certains produits alimentaires les plus consommés augmentent au détriment des ménages. Afin de mettre un terme à ces augmentations abusives, les pouvoirs publics ont mis en place des mécanismes de contrôle et d'approvisionnement régulier des marchés. Quels sont ces mécanismes? Qu'en est-il de leur efficacité? Finalement, comment se présente le marché en cette période de Ramadan qui coïncide avec le carême? Ramadan et carême, moteur économique ou pression sur le pouvoir d'achat? C'est une question et c'est le titre de cette émission. Le développement avec nos spécialistes, c'est juste après le générique. Bonsoir à tous et bienvenue dans Entreprendre, votre magazine dédié aux entrepreneurs et aux différents acteurs de l'économie. En ce mois de Ramadan qui coïncide avec le carême chrétien, nous allons bien entendu parler du pouvoir d'achat des ménages, sachant que durant cette période, en général, les produits de base connaissent une hausse. Cette année, est-ce le cas? Nous allons en débattre dans quelques instants avec les trois experts que je m'en vais vous présenter. Messieurs, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais commencer par vous présenter Dr Oumar Traoré. Il est le vice-président du regroupement pour la défense des consommateurs du Mali. Bonsoir Dr Traoré et bienvenue. Bonsoir. Pour ceux qui ne connaissent pas votre regroupement, qu'est-ce que vous leur dites? C'est ce regroupement qui protège les consommateurs, on peut le résumer ainsi? Oui, tout à fait. Le regroupement est une association des consommateurs qui existe depuis une trentaine d'années et qui a pour raison d'être la protection et la défense des intérêts des consommateurs du Mali. Merci et on va voir tout à l'heure en détail le rôle que votre organisation, votre regroupement joue. Mais avant, j'ai le plaisir également de présenter Cheikh Oumar Sako. Bonsoir Monsieur Sako et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président du syndicat national des commerçants et contribuables du Mali. Je précise contribuable parce qu'il y a quelques années, quand on vous recevait ici, c'était une autre appellation. C'était le syndicat national des commerçants détaillants du Mali, Sinacodem. Mais vous êtes toujours détaillant, rassurez-vous. On a essayé d'englober tous parce qu'à un moment, on était frappé par des mots détaillants. Alors que si vous voyez aujourd'hui, 80% de nos mandats voyagent, font des exportations. C'est pour cela qu'on a essayé d'agrandir un peu le syndicat national de commerçants et contribuables du Mali pour qu'on puisse défendre les détaillants, les grossistes, les importateurs, les transporteurs, tous. Se trouvent dans le commerce, dans le syndicat national de commerçants et contribuables du Mali. Tous ceux qui contribuent, ils font partie de ces syndicats-là. Lui, il contribue en tant qu'économiste financier, il n'est pas commerçant ni du regroupement des consommateurs. Docteur Walid Tekete, bonsoir et merci également d'avoir accepté notre invitation. Je le disais à l'instant, vous êtes donc inspecteur de finances à la base, mais vous êtes sur ce plateau en tant qu'économiste financier. Et avec vous, tout à l'heure, nous allons découvrir les chiffres que vous allez nous analyser. Mais messieurs, pour commencer, est simplement une question relativement simple. Votre regard aujourd'hui, en cette période du mois de Ramadan et de carême, sur le prix des produits de base. Je vais commencer par vous, Monsieur Traoré. Merci. Par rapport au prix des produits de base cette année, et nous pouvons dire qu'il y a une nette amélioration dans la mesure où la plupart de ces produits essentiels sont maîtrisés sur le marché aujourd'hui et par le fait des mesures et des mécanismes qui ont été mis en place par les structures d'État. Donc nous, en tant qu'association de consommateurs, nous avons constaté ce fait pour certains produits importés qui d'habitude connaissent une hausse vertigineuse à l'approche du mois de Ramadan. Donc cette année, on peut dire qu'il y a une relative stabilité de ces prix. Et en ce début, bon, on a déjà à la deuxième semaine du mois de Ramadan, nous pouvons dire que la situation
vraiment stable. Il n'y a pas de problème par rapport à ces produits importés. Mais en ce qui concerne les produits locaux, et on va en parler tout à l'heure, on verra qu'à ce niveau, il y a quelques problèmes. Donc les prix sont relativement stables cette année. Est-ce que ça veut dire que vous, les commerçants, vous avez eu pitié de la population? Effectivement, c'est bon d'entendre la bouche des consommateurs, les associations de consommateurs, que les prix sont stables. Effectivement, les prix sont stables. Pourquoi les prix sont stables? Ce n'est pas par pitié, pas pour rien. C'est l'État qui ajoute le rôle qu'il devrait jouer. Ça veut dire, chaque fois, quand l'État voit ça, il y a un produit qui fait rare dans le marché, et essaie de subventionner ça à travers le ministère du Commerce et de l'Industrie. Donc avec cette subvention-là et une très bonne suivi de la part de DGCC, donc ça veut dire que les prix va se maîtriser et vont maintenir ce qu'il faut. Monsieur Tekete, comment expliquer que la période de jeûne, la période de Ramadan et même de Carême soit toujours une période où on connaît une hausse? Est-ce que c'est à cause de cette surconsommation, paradoxalement, cette surconsommation qu'on rencontre, qu'on voit dans les familles, alors que ces familles-là censées jeûner durant une bonne partie de la journée? Ok, merci bien pour cette question. Alors, pour pouvoir répondre à cette question, il faut poser un diagnostic assez précis de la situation. Parce que qui parle d'inflation parle également du pouvoir d'achat. Parce qu'il faudrait savoir que tout simplement le pouvoir d'achat, c'est la quantité de biens et services que ton revenu te permet de te procurer, ou de se procurer des biens et des services en vue de satisfaire un certain nombre de besoins. Donc à cela, il faut voir ainsi la corrélation, ou en d'autres termes la congruence, la relation entre l'inflation et le pouvoir d'achat. Donc pour cela, il est utile et important de voir la causalité qui fait que le pouvoir d'achat peut être influencé par quel facteur. Mais justement, qu'est-ce qui fait en sorte que, que durant le mois de Ramadan, certains produits connaissent une certaine augmentation? Oui, bon, ça c'est dû effectivement à la situation, c'est dû au comportement même de ces commerçants-là ou même de ces producteurs-là qui évoluent sur le marché. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que lorsque c'est le carême, en général, les vendeurs, les commerçants essayent d'étudier le comportement de ces consommateurs-là. Parce que cette étude va se baser sur le fait qu'au cours de cette période-là, de mois de carême, la consommation, la demande est très forte de la part de ces consommateurs-là. Donc lorsque cette demande est forte, ça peut changer effectivement, ça peut influencer le comportement de ces producteurs vendeurs-là, de ces produits, que ce soit importés ou locaux. Donc globalement, lorsqu'il y a le mois de carême, les vendeurs essayent d'augmenter into facto les prix de ces denrées de première nécessité. Quand il n'y a pas le contrôle, j'imagine. On va voir justement ce grand temps qui va nous permettre de comprendre que ces dernières années, surtout sur la dernière décennie, le prix de certains produits alimentaires a considérablement augmenté. Je pense notamment à la viande qui est passée de 1800 1800 francs CFA en 2015 à plus de 3000 francs CFA aujourd'hui le kilo. Suivons ce grand angle. En ce mois béni de Ramadan et de Carême, certains produits alimentaires ont augmenté. C'est le cas de la viande de bœuf qui est très consommée durant cette période. Pour le syndicat des bouchers de la rive droite, cette augmentation s'explique par la flambée des prix du bœuf suite à la fermeture de plusieurs marchés de bétail communément appelés garbal. Donc, an dɛsɛlen yɛrɛ don, an b'a fɛ ka baara yɛrɛ dɛsɛ fɛ parce que an curonnen don ka bɛɛ kan fali don juru la.
bon cogoya tɛ yen bon sugu bɛɛ datugulen don misiw kan ka taa sa sugu minnu na sugu caman datugulen don. Ces 10 dernières années, le kilogramme de la viande de bœuf avec os a considérablement augmenté, passant de 1800 francs CFA en 2015 à plus de 3000 francs CFA de nos jours. En gros, on a un peu de temps woro ani bi woro mais en gros bon détail do ba vere ke ma woro bla do ba vere ke ma woro ni bi woro kelena do ba vere ke ma woro ni bi shegi mais en gros ni na mi fuka am ga je ke ma woro ni bi woro alo era be bi alo era be perdu wata ni ko donc en gros tala mina ke chiko mina bi era. Contrairement aux années précédentes, le prix de certains produits de base tels que le sucre, l'huile ou encore le riz sont restés stables durant cette période de jeûne car le marché est suffisamment approvisionné. Vous savez, chaque fois quand il y a quelque chose, les spéculateurs en profitent. Et certains parlent que c'est dû à l'incendie du marché de Médine. Bon, mais malheureusement, les consommateurs ne sont pas en train de jouer pleinement leur rôle. Parce que quand l'arme fatale du consommateur, ça c'est le boycott. C'est des produits périssables et on peut s'en passer. En tant que pays sans accès à la mer, le Mali importe plus de 80% de ce qu'il consomme. Cette situation le rend vulnérable aux différents chocs du marché mondial. En d'autres termes, lorsque le coût du carburant ou celui du transport augmente au niveau international, cela se répercute quasi automatiquement sur les ménages. Face à cette situation, l'État est invité à pleinement jouer son rôle de protecteur. Vraiment ka solution ɲini na sogo da ka se ka jigi bɛɛ ka se ka sa n'a gɛlɛya tancogo la a ma nɔgɔ an bolo dɛ nasɔngɔ bɛ di an bɛɛ bɛ dafa de kɛ k'a sa bon ni sogo tɛ n'a la fana a ma nɔgɔ dɛ. An ye weleweleda kɛ ka sɛgɛn yɛrɛ de n'o ye fɛn min ye garabali minnu datugulen don olu kuma an y'o fɔ ka dɛsɛ o la solution ma se ka sɔrɔ olu la bon olu weleweleda de b'an bolo ka garabaliw dayɛlɛ misiw fana ni garabali ninnu dayɛlɛ sisan misiw bɛ caya. Notre politique d'anticipation, c'est d'attirer l'attention des autorités en charge du commerce. Effectivement, depuis 2 ans, cela a produit ses effets. Parce que réellement, depuis l'année dernière, aussi bien que cette année, le marché a été suffisamment approvisionné et vraiment il n'y a pas eu d'augmentation, surtout les produits qui sont suivis par l'État. La Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence, DGCC en acronyme, est le principal instrument étatique chargé de réguler les marchés et protéger les consommateurs tout en s'assurant que les pratiques commerciales sont équitables pour tous. Ceci dit, de nombreux consommateurs s'interrogent sur l'efficacité de cette direction au regard des augmentations constatées lors de cette dernière décennie. Ici, on va revenir sur plusieurs points qui ont été évoqués à l'instant dans le reportage que l'on vient de voir. Mais avant, je voudrais qu'on s'arrête sur les produits qui sont restés plutôt stables cette année en regardant cette première infographie qui va nous permettre de parler donc des prix au détail de certains produits de base. Je pense notamment au litre d'huile qui est resté donc qui est à 1200, au kilogramme de sucre, du sucre local qui est à 600. Le kilogramme de sucre importé qui est à 650. Monsieur Sako, c'est les mêmes prix qui ont été plafonnés pour le détail l'année dernière. Comment expliquer qu'à ce niveau, les prix soient restés stables? Je disais que c'est la subvention de l'État. Chaque fois, on a eu la chance, le ministère du Commerce et de l'Industrie a mis une commission là-bas, une commission nationale des prix, où tout le monde se retrouve dedans. Donc chaque fois s'il y a un manque d'un produit dans le marché, donc on fait un signal. Donc l'État aussi se voit de subventionner ces produits. La subvention seulement, c'est pas ça, il faut qu'il y ait un contrôle. Le contrôle, ça c'est le DGCC aussi qui font le contrôle CC. Donc nous, le syndicat et les associations, les différentes associations qui sont dans le marché, nous aussi on s'est mis à sensibiliser nos mandats pour que si on a un produit déjà qui a été subventionné, donc on a à un prix vraiment convenable pour qu'on puisse avoir quelque chose, donc il n'y a aucune raison pour nous d'augmenter. Mais Monsieur Sako, pour que je comprenne bien, quand vous dites subventionné, ça a été subventionné comment?
c'est quoi? C'est sur la TVA, c'est sur le transport, à quel niveau? Comment est-ce que cette subvention-là a été faite? Il y a plusieurs formes de subventions. Je peux donner un exemple tout de suite. Quand le sucre est dédouané 200 000 francs à la tonne, l'État peut dire que nous allons subventionner 100 000 francs. Ça, c'est un exemple. Je n'ai pas dit c'est exactement c'est ça. Quoi. Donc, l'État peut dire nous allons faire subventionner 100 000 francs, donc vous payez 100 000 francs la tonne. Ça veut dire que aussi, il y a une cahier de charges. Vous signez ces cahiers de charges, vous ne pouvez pas vendre à plus que ces prix-là. Donc, c'est ça la subvention. Aussi, ce que vous venez de parler aussi de TVA. L'État peut décider tout de suite. Donc, on ne peut pas subventionner à 50 ou à 100%. Donc, on peut laisser le TVA. Donc, en laissant le TVA, tout ça là, ça fait un facteur que le prix ne peut pas augmenter. Mais docteur Traoré, c'est la recette miracle qu'on a trouvée là, c'est la subvention. J'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on attendait depuis pour appliquer cette recette miracle? Oui, bon, je crois que l'État a l'habitude, face à des situations de crise ou de hausse de prix des biens et des services, quand même d'intervenir à travers ces subventions. Je crois que c'est nécessaire souvent quand on regarde le pouvoir d'achat, la faiblesse du pouvoir d'achat par rapport à la réalité des prix. Cela oblige l'État vraiment à intervenir pour le bonheur des citoyens, bien sûr, pour que les citoyens puissent être en mesure vraiment de satisfaire leurs besoins à des coûts qu'ils peuvent supporter. Donc c'est un mécanisme ou c'est un ensemble de mécanismes de prévision souvent qui sont au niveau de l'État, au niveau du ministère de l'Industrie et du Commerce, pour justement faire face à ces situations qui peuvent créer des problèmes de consommation, parce que les consommateurs tout simplement n'arrivent pas à accéder à cause des prix qui sont assez élevés. Donc la consommation, la subvention, c'est l'élément qui peut permettre d'éviter la hausse des prix et l'inflation. C'est un instrument? Oui, bon, compte tenu de ce que mes deux prédécesseurs ont dit, par rapport à la TVA et par rapport aux subventions, je pense qu'il y a d'autres mécanismes aussi qui existent pour pouvoir maîtriser ces prix-là. Bon, je ne sais pas si... Mais dans le cas présent, pour le cas de l'huile qu'on a vu tout à l'heure, le sucre importé et local, là on voit que, et en me référant à ce que M. Sako vient de dire, pour repréciser votre pensée, c'est vraiment l'État a pris les choses à bras le corps vraiment pour régler ce problème, parce qu'on sait que le sucre est très consommé durant la période de Ramadan. C'est l'outil qu'il fallait mettre en place? Oui, c'est l'outil qu'il fallait mettre en place, les subventions, mais au-delà, on pouvait faire mieux, parce que il y a un problème entre ce qui a été décidé sur papier et ce qui existe réellement sur le terrain. Parce que quand vous partez maintenant sur le terrain pour acheter certains produits, c'est vrai, les prix sont marqués, étiquetés et même affichés parfois, mais très souvent, dans la pratique, tel n'est pas le cas. Parce que vous trouverez que le commerçant la vend en fonction de la manière dont il a acquis ces produits-là. Vu que les lieux d'approvisionnement ne sont pas les mêmes, donc du coup ça va poser un problème de prix qui va revenir de façon différente aux différents consommateurs. Par exemple, à l'hippodrome, vous pouvez trouver le prix du sucre, le kilogramme du sucre à 600, 650 par endroit. Par endroit, vous pouvez trouver à 600. Donc ça veut dire qu'il y a un déphasage entre les prix. Pour le même produit, il y a des prix différents, M. Sako? Oui, parce que c'est pour cela qu'on ne doit pas parler le prix plafond ici, parce que le prix plafond qui a été donné par l'État, les commerçants sont en train de vendre au-dessus de ces prix-là. Et le prix plafond, c'est pour ça qu'on veut pas, parce que chaque fois, s'il y a le prix dessus le prix plafond, on ne doit plus parler le prix plafond, parce que ça peut être un facteur d'autre d'augmenter. Donc on a eu la chance que les commerçants sont en train de vendre au-dessus des prix plafonds. Donc Dieu merci. Donc je voudrais vous dire aussi, c'est pas l'augmentation aussi, ce n'est pas en fait aussi pour les commerçants. Il peut y avoir aussi le changement de taux d'échange à l'extérieur. Voilà, tout ça, l'augmentation des dollars. Donc ça joue sur le pouvoir d'achat, sur le prix d'achat du produit. Le dollar et le carburant aussi, le transport aussi joue. Donc tout ça, c'est un facteur aussi que
le prix peut augmenter. Donc l'État voit tout cela pour faire une subvention à travers ça, pour que le prix n'augmente pas. Je pense que c'est ce qui est en train de marcher cette année. Là, on vient de voir sur cette première infographie quelques produits qui sont restés plutôt stables cette année. À présent, nous allons voir la seconde infographie qui va nous permettre d'évoquer l'augmentation de la viande qui est très consommée, surtout durant cette période de carême chrétien et de jeûne du mois de Ramadan. Donc le prix de la viande, on l'a dit tout à l'heure dans le reportage qui est passé, le prix de la viande a considérablement augmenté lors de cette dernière décennie. Actuellement, on parle là du prix moyen qui est vendu le plus souvent dans les quartiers de Bamako. Le kilogramme de viande avec os est à 3500 et le kilogramme de viande sans os est à 4000. 4000, ça c'est resté plutôt le même depuis pratiquement 2 ans, c'est à ce prix, mais celui de la viande à un moment c'était à 3200, ensuite 3300. Et là, même dans certains endroits, le kilogramme de viande avec os est passé à plus de 3500. Comment expliquer là aussi cette augmentation? Quelqu'un a dit tout à l'heure dans le reportage, c'est la fermeture des garbales, donc les marchés à bétail là, qui aurait contribué à augmenter le prix de la viande, messieurs? Oui, effectivement, le prix des denrées alimentaires pour les bétails a augmenté, mais aussi il y a d'autres facteurs. Par exemple, quand on prend la pression des syndicats, parce qu'à un moment donné, les syndicats peuvent faire pression pour dire que les intrants qu'ils utilisent dans le cadre de l'élevage de leur bétail là, les prix sont très élevés. Donc il va y avoir une répercussion là sur le prix de vente du kilogramme à travers l'inflation. Donc ils peuvent faire pression sur le gouvernement, ils peuvent faire pression sur l'État pour maintenir les prix à un niveau qui n'est pas parfois tenable par les consommateurs. Donc ça peut être un facteur. Le facteur dû aux produits, aux matières premières qui entrent dans l'élevage de ces bétails-là, ça peut être également dû au fait que cette inflation, ça peut être dû au fait qu'avec l'insécurité qui existe parce qu'on n'arrive pas à acheminer C'est vrai, les zones de pâturage même ont été réduites et il y a des animaux qui sont tués, d'autres volés par des terroristes. Donc l'insécurité aussi peut être un facteur. Aussi, il y a des politiques, je crois qu'on va en débattre après, les politiques, les solutions qu'il faut mettre en place pour lutter contre cette inflation-là. Donc, en résumé, on peut dire qu'effectivement, l'inflation est due par les intrants, l'inflation aussi est due par la pression de ces syndicats-là, mais ça peut être également dû par le simple fait que l'offre et la demande ne coïncident pas. Parce que si l'offre et la demande ne coïncident pas, c'est-à-dire si l'un n'est pas égal à l'autre, ça peut avoir une répercussion sur l'inflation. Par exemple, s'il y a une forte demande par rapport à une faible production, donc ça peut provoquer ce qu'on appelle l'inflation. Donc du coup, le prix du kilogramme peut se voir à la hausse. Par rapport à la situation des prix du bétail, les bouchers ont aussi témoigné que c'est le fait que le marché est défavorable aujourd'hui aux bouchers maliens compte tenu des acheteurs qui viennent d'ailleurs et qui peuvent vraiment acheter à des prix qui sont très élevés et que eux ne peuvent pas vraiment décider. Donc ils pensent que ça aussi c'est un facteur défavorable. Donc il y a l'insécurité, il y a aussi le marché, il y a aussi la situation du marché qui n'est pas du tout favorable à nos bouchers qui doivent payer cher pour pouvoir quand même approvisionner les marchés. Donc ça, c'est une autre réalité que je voulais dire. Tout à l'heure, à l'entame de l'émission, vous expliquiez que les prix sont relativement stables pour certains produits. On va voir l'une des raisons dans cette autre infographie. Dans le cadre du Ramadan et du Carême 2026, un stock tampon de sucre de 25 000 tonnes a été mobilisé, mis en place, en tout cas conservé. C'est suffisant pour cette période du mois de Ramadan. On sait que durant le mois de Ramadan, il y a la tradition qui veut qu'on offre du sucre, notamment à la belle famille. Et on sait que le sucre est fortement demandé. Oui, je pense que le DGC est là pour expliquer que
combien de tonnes il faut au Mali tout entier, donc de sucre, du lait et de l'huile. Je crois le début de ces mois de carême, le Premier ministre a eu la chance de sillonner tous les magasins de stock pour s'assurer que vraiment le stock qui est là, donc ça nous donne l'assurance totale qu'il n'y aura pas de pénurie. Je pense que c'est ce qu'il est en train de faire. Je pense qu'à travers la DGCC, aujourd'hui, nous, on peut s'assurer qu'il n'y aura pas de pénurie et que le stock qui existe dans le territoire, donc ça peut suivre durant tout le mois de carême. Monsieur Sako, j'ai envie de vous dire que la DGCC a toujours été là, mais il y a eu aussi des problèmes d'augmentation. Voilà, je vous dis que parce qu'il y a un manque de sensibilisation. Aujourd'hui, on a eu la chance, il y a le syndicat, il y a les différentes associations qui sont dans le marché, qui s'aiment, mais aussi, avant ils n'étaient pas consultés, hein, mais aujourd'hui la DGC consulte toutes les associations, tous les syndicats par rapport au prix des produits de première nécessité. Donc c'est une concertation entre les différents acteurs. Entre les différents acteurs qui fait que, en sensibilisant que le prix ne peut plus augmenter à la hausse. Monsieur Traoré, vous êtes concerné par cette concertation-là avec les différents acteurs au niveau du regroupement pour la défense des consommateurs? Non, en fait, nous ne sommes pas directement concernés, mais nous sommes au courant des concertations qui ont lieu entre le département, le ministère de l'Industrie et du Commerce et les opérateurs économiques. Cette année, on sait depuis quelques mois, en prévision et à partir des estimations, le ministre même en personne, on le voyait à l'œuvre, donc préparer justement ce mois de Ramadan et aussi le carême chrétien qui coïncide. Et je crois que des prévisions ont été faites pour qu'on puisse avoir le maximum d'approvisionnement dans les différents produits de première nécessité. Et ils ont déjà les chiffres, ils connaissent le niveau de consommation et c'est à partir de là justement que le ministère a préparé avec les opérateurs ce dont il faut pour cette année pour qu'on puisse vraiment avoir suffisamment de produits sur le marché. Tout à l'heure, on parlait du sucre, du stock tampon. Regardons pour ce qui est du riz, donné par l'interprofession. On parle de 15 000 tonnes de riz, don de l'interprofession. Là aussi, on sait qu'à la fin du mois de Ramadan, le riz fait partie de ce qu'on appelle zakatufit, les dons, ce qu'on donne aux pauvres pour ne pas mendier le jour de la fête. Donc le riz est énormément, j'allais dire consommé, en tout cas c'est acheté en quantité pour redistribuer. Donc c'est important d'avoir une telle quantité. C'est ces stocks-là qui permettent d'éviter les spéculations sur le prix. Qu'est-ce que ça change ces stocks-là, messieurs? Je pense que chaque fois qu'il y a une quantité de marchandises dans le marché, ça évite les spéculations. À travers les renseignements qu'on a, que ce soit c'est le producteur, c'est les importateurs, aujourd'hui on peut s'assurer que l'inflation, c'est pas possible parce qu'il y a les quantités normes dans le marché, dans le magasin, c'est les importateurs, c'est les producteurs. Et vous venez de témoigner, lors de Niro, c'est pourquoi vous avez dit, il y a les producteurs qui sont prononcés en disant qu'ils ont 15 000 du riz qui veulent mettre ça aux consommateurs pour que le marché soit encore plus approvisionné. Donc je pense que cette erreur-là s'est passée à la Chambre de commerce avec les producteurs, avec les acheteurs. Et c'est là aussi, ça compte beaucoup pour l'augmentation. Oui, bon, par rapport à ça, au stock, minimum de sécurité dont on parle, c'est important les stocks. Mais la question qu'on doit se poser également est quel est l'effet de ces stocks-là sur les prix. C'est ça qui est très important. Parce que même si on stocke jusqu'à un certain niveau où il n'y aura pas de rupture, mais par la suite, in fine, si les vendeurs, les commerçants détaillants n'essayent pas de vendre à des prix raisonnables, la mise en place de ces stocks-là n'a pas servi à grand chose. Donc il faut stocker, mais il faut surtout contrôler... Effectivement, il faut surtout contrôler les prix pour éviter d'avoir des prix différents sur le même marché. Par exemple, comme on est en train de parler du riz, mais je fais un rebond par exemple sur la viande. Pas plus tard qu'hier, moi j'ai acheté le kilogramme de la viande avec os à 3 800 francs. Bon, ça dépasse alors le prix. Alors qu'on a vu que le prix moyen, c'est le prix plafond qui a été dit, c'était 3500, je crois. C'est pas moins. Pas moins, mais 3800, 3900. Donc ça pose un problème sur le marché. Donc il faudrait essayer de voir
essayer de voir des mécanismes, on va en parler lorsqu'on va arriver aux solutions, mettre en place des solutions vraiment pour aplanir tout cela. Ça, c'est très important. Je voudrais expliquer à tout le monde. Il ne peut pas avoir des augmentations d'un produit s'il y a la quantité suffisante dans le marché. Ça, c'est impossible. Si vous voyez chaque fois, même le sucre, si vous voyez que le sucre est vendu à 700 francs ou à 800 francs parce qu'il n'y a pas la quantité. Toi, tu as plus de 1000 sacs. Mon voisin a plus de 1000 sacs, l'autre a plus de 200 sacs. Et toi, tu veux vendre à 600 francs, moi, je veux vendre à 500 francs. C'est la loi du commerce. C'est la loi du commerce. C'est oui, ça. Mais à ce niveau... C'est ça. Donc, tu as mis l'argent là, tu veux écouler vite pour aller payer un autre. Donc, tu n'as aucune raison de garder pour augmenter. Donc, tu es obligé de descendre au prix des autres pour que tu puisses vendre. Oui, à ce niveau, je fais un peu en contradiction par rapport à ça. Okay. Parce qu'il peut y avoir une quantité suffisante. C'est-à-dire, l'offre de produits peut être suffisante sur le marché, mais les prix ne seront pas maîtrisés, les prix vont augmenter. En fait, je dis tout dépend de la volonté de ces commerçants-là à vendre les produits-là. Parce que même s'il y a les stocks, même s'il y a les quantités nécessaires, les quantités suffisantes sur le marché, il y a d'autres facteurs qui permettent de faire augmenter ces prix-là. Notamment le facteur de spéculation dont on a parlé. La spéculation aussi peut faire que le prix de certains produits-là vont augmenter malgré les quantités suffisantes de stock disponibles. Donc c'était pour vraiment mettre le curseur par rapport à ça. Cette année, plus que par le passé, les prix des produits de base, en tout cas de certains produits de base, sont restés plutôt stables. Pourquoi ces prix sont restés stables en cette période de Ramadan, période où certains profitent à spéculer sur le prix? Quand je dis certains, je fais surtout allusion à certains de nos amis commerçants. Nous continuerons le débat dans une poignée de secondes. À tout à l'heure. Bonsoir et merci de suivre cette seconde partie d'Entreprendre. Je vous rappelle que notre thème ce soir est Ramadan et Carême, moteur économique ou pression sur le pouvoir d'achat. Merci messieurs d'être restés sur le plateau pour nous éclairer. Messieurs, avant de poursuivre, je vous laisse suivre ce cas d'école qui va nous permettre de voir qu'il y a d'autres mécanismes qui se sont mis en place ces 3 dernières années pour soutenir les populations les plus vulnérables en cette période de jeûne. Sunkalo Solidarité est la plus grande opération d'aide aux populations vulnérables durant le mois béni de Ramadan. Lancée pour la première fois en mars 2024, cette initiative gouvernementale soutient les plus démunis sur l'ensemble du territoire à travers de nombreuses actions sociales. La première édition, qui a coïncidé avec la crise énergétique, a permis aux autorités d'installer des kits d'éclairage dans 813 mosquées à travers le pays. Plus de 180 000 kits de repas individuels ont été distribués et des facilités alimentaires ont été octroyées à des personnes démunies. À cela s'est ajouté la remise des kits de fête de Ramadan, la vente subventionnée de produits de première nécessité, ainsi que des consultations médicales gratuites. Suite à la réussite de cette opération, d'autres ont vu le jour. Lors de l'édition 2025, c'est plus de 300 kits alimentaires qui ont été distribués par jour sur chacun des 61 sites à travers le Mali. La 3e édition coïncide cette année avec le Carême chrétien. L'opération a été lancée officiellement par le Premier ministre le vendredi 20 février. Cette initiative prévoit notamment l'organisation de soirées de rupture collective de jeûne ouvertes aux personnes les plus démunies, la distribution gratuite de repas pour soutenir des familles en difficulté, l'organisation de prières collectives afin de renforcer la cohésion spirituelle et nationale, la distribution, la veille de la fête de Ramadan, de kits de fête comprenant des vêtements et des chaussures pour redonner le sourire à ceux qui en ont le plus besoin. Et enfin, la mise en place de consultations médicales gratuites pour rapprocher davantage les services de santé des populations les plus nécessiteuses. Selon le général de division Abdoulaye Maïga, l'opération Sunkalo Solidarité 2026 est prévue sur 19 sites à Bamako, 4 sites à Kati et dont 3 sites par région.
La solidarité doit s'affirmer durant toute l'année et particulièrement durant ce mois sacré, a-t-il souligné. Messieurs, tout à l'heure, lors de la première partie, on expliquait que durant le mois de Ramadan, c'est une période qui est propice à la spéculation, à l'augmentation des prix. Monsieur Traoré, vous qui êtes dans une organisation qui regroupe, qui défend les consommateurs, comment est-ce que vous appréciez, comment est-ce que vous voyez cette solidarité qu'il y a là? Est-ce que vous pensez que ça va permettre un peu de compenser un peu ces augmentations? Parce qu'il y a certains, quoi qu'il arrive, qui ne pourront pas s'acheter certains produits du fait de l'augmentation. Merci. Oui, geste très louable, il faut le dire. Mais même quand il y a les subventions qui permettent à certains consommateurs d'accéder facilement aux produits de première nécessité, qui ont un pouvoir d'achat raisonnable. Et ce n'est pas le cas pour la majorité des consommateurs, les consommateurs vulnérables, que ce soit dans toutes nos régions, surtout toute l'étendue du territoire national. Et cela est un geste qu'il faut saluer. Ça relève justement de cette tradition de partage qui est profondément culturelle chez nous. Et pendant ces périodes de grande communion, quand même, de tourner vraiment le regard vers ceux qui ont des problèmes, des difficultés, comme l'a dit tout à l'heure son Excellence le Premier ministre. C'est des familles qui ont des difficultés. Si ces familles sont bien identifiées, vraiment c'est quand même une chose qu'il faut saluer encore. Et je crois que dans la continuité justement de ces sentiments, de cette solidarité, il faut que l'État prenne des dispositions de façon pérenne pour venir en aide à ces familles qui sont déjà identifiées. Nous sommes à la 3e édition de Sungalo Solidarité. Messieurs, moi je voudrais que l'on s'arrête sur l'aspect économique de cette solidarité en regardant cette infographie qui va nous permettre donc de parler, de donner quelques chiffres sur cette opération, faire un bilan de l'édition 2025. On avait 61 sites de distribution sur l'ensemble du territoire. On avait sur les 61 sites, il y avait 300 kits qui étaient distribués par jour et par site. Donc, ce qui fait qu'on avait un peu plus de 500 000 kits qui étaient distribués. On achète ces kits, rassurez-moi, ces produits qu'on distribue, l'huile, le sucre, le riz, on achète donc et on redistribue à d'autres personnes. C'est l'économie circulaire qui se met en place, Monsieur Tekete. Oui, effectivement, c'est l'économie circulaire parce que, comme tu viens de dire tout à l'heure, lorsqu'on achète avec les producteurs, donc du coup, au cours de ces achats-là, il y a des recettes, des entrées d'argent effectives que ces commerçants, ces producteurs-là vont encaisser. Et de l'autre côté, ces consommateurs-là aussi qui vont recevoir de façon gratuite. Maintenant, le revenu qu'ils auraient dû consacrer à l'achat de ces produits alimentaires-là peuvent être utilisés vers d'autres fins. Donc ça permet in fine d'atténuer leurs conditions de vie, ça permet in fine de faire réduire leur pouvoir d'achat afin qu'ils puissent vivre de façon simpliste. Ces produits que l'on distribue, en général ce sont des produits importés et ce qui, j'allais dire, qui fait un tout petit peu mal, c'est de voir que c'est plus des produits importés que l'on distribue, très peu de produits locaux. Comment là aussi l'expliquer? Moi, je pense que les gens ont plus besoin de produits importés dans ce mois de carême, plus que le produit dit des locaux. Et puis, on suppose aussi que le produit locaux, les gens ont le pouvoir d'acheter ça plus que le produit importé. C'est pourquoi que ce soit le ministère, la présidence, que ce soit les bonnes volontés, on essaie de se rebattre sur les produits importés. Sinon, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas faire le produit locaux, mais le produit locaux, tout le monde a vraiment la chance d'avoir ça à vil prix sans faire beaucoup de tracasseries, quoi.
Je vois que M. Traoré veut réagir. J'imagine que vous... Oui, je voudrais ajouter aussi que ça ne concerne pas tous les produits locaux aussi cette année. Il faut le préciser. Sinon, certains connaissent même une amélioration, une baisse vraiment. Donc, ce n'est pas, on ne peut pas généraliser, mais il s'agit de certains produits seulement qui ont vraiment attiré l'attention des consommateurs, notamment les produits, comme vous l'avez dit en introduction, les gingembre ou les nyamakou, dont le prix a vertigineusement augmenté. Et il y a également d'autres produits, mais qui ne sont pas des produits de première nécessité comme les produits importés, comme il l'a dit. Hier, par exemple, quand on prend le haricot vert qui était à 500 francs le kilo, il n'y a pas longtemps, aujourd'hui vendu à 750 et à 1000 francs. Bon, ce n'est pas un produit nécessaire vraiment pour tous les consommateurs. Voilà, vraiment. Bon, quand on regarde la pomme de terre, le prix est abordable, ça va cette année, ainsi de suite. Donc, vraiment, ça ne concerne pas tous les produits locaux non plus. Mais on peut le dire, cette solidarité, puisque le titre de cette émission, c'est Ramadan et Carême, moteur économique ou pression sur le pouvoir d'achat, on peut le dire, cette solidarité, ces dons-là, ça enlève cette pression qu'il y a sur le pouvoir d'achat de ces populations vulnérables? Bon, je ne pense pas que ça peut enlever à 100%, mais ça permet quand même d'atténuer, de réduire de façon significative le pouvoir d'achat, parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est lorsqu'il y a la solidarité, le revenu peut être épargné, utilisé pour d'autres fins. Mais ça n'exclut pas totalement le fait que le pouvoir d'achat puisse être à 100% épargné. Alors, je vous invite à suivre ce point de vue qui revient de manière spécifique sur le rôle que l'État devrait jouer pour protéger la population contre l'inflation. Évidemment, pendant la période de Ramadan, les prix grimpent, surtout les prix de l'alimentation. Parce que, vous savez, nous sommes dans des grandes familles, enfin des familles nombreuses. Et vous savez, on fait la cuisine pour beaucoup de personnes, plus que pas seulement pour la famille. Et donc, on achète beaucoup plus. Quand on achète plus, évidemment, la demande augmente et par rapport à l'offre, et ce qui fait que les prix augmentent, surtout pour les biens d'alimentation. Donc, généralement, le gouvernement prend des mesures en amont pour quand même faire en sorte que les marchés soient bien fournis, bien achalandés. Ça veut dire qu'il s'assurer que les fournisseurs soient bien ravitaillés, que les magasins soient bien fournis. Et c'est cela qui permet de modérer les prix, mais l'État aussi quand même fait un effort conséquent, c'est-à-dire qu'en réduisant quand même les prix de certains produits de première nécessité, en les subventionnant, c'est-à-dire que l'État baisse un peu les taxes, non seulement au niveau de la douane, mais aussi les taxes d'importation, pour quand même faire en sorte que les produits soient abordables pour le citoyen. Wali Tekete, justement, comment faire en sorte que ces prix restent stables après, pendant et à tout moment? Parce que, on le disait tout à l'heure, depuis un bon bout de temps, durant cette période de Ramadan, on n'avait pas connu une telle stabilité des prix de première nécessité. Comment faire en sorte que cela perdure? Ok, merci bien. Maintenant, pour que cela puisse perdurer, il faut effectivement mettre en place des politiques économiques pour pouvoir maîtriser ces prix à court, moyen et long terme. Alors pour ce faire techniquement, il y a ce qu'on appelle des politiques conjoncturelles qu'il faut mettre en place et ensuite des politiques structurelles. Arrêtons-nous d'abord sur ces politiques conjoncturelles. Les principales politiques qu'il faudrait mettre en place. Alors à ce niveau, il y a plusieurs politiques qui se dessinent, mais principalement on va en retenir trois. D'abord, nous avons la politique budgétaire qui va utiliser comme instrument le budget de l'État. Donc à ce niveau, il y a deux aspects qui se dessinent. Le premier aspect, ça c'est la politique de relance. L'État doit relancer les activités économiques et cette relance passe par la réduction de l'impôt et des cotisations sociales. Donc cela va permettre de lutter contre l'inflation. Mais de l'autre côté aussi, si l'État veut à un certain moment lutter contre cette inflation, il faut également la politique monétaire. Il faut également la politique monétaire. À ce niveau, nous avons la politique monétaire, il y en a deux. Vous avez la politique monétaire expansionniste qui consiste en l'État
d'augmenter la quantité, d'injecter la quantité de monnaie dans l'économie, de liquidités pour pouvoir maîtriser les prix. Mais aussi il y a la politique monétaire restrictive. L'État va essayer de retirer la quantité de monnaie pour permettre la maîtrise des prix. Parce que il y a ce qu'on appelle un aspect très important. La maîtrise des prix passe par effectivement la quantité de monnaie qui existe en circulation. Parce que plus il y a des quantités de monnaie dans la circulation de l'économie que d'argent, cela va entraîner forcément l'inflation. Maintenant, l'effet contraire va entraîner la déflation. Mais qu'en est-il du contrôle? Oui, bon, maintenant avant d'arriver au contrôle, il y a une troisième politique qu'on appelle la politique de taux d'échange dont il avait évoqué tantôt, ou la politique externe. Ça, c'est par rapport même à la valeur de la monnaie. Parce qu'il en existe deux. L'État a le choix d'avoir soit une monnaie faible ou une monnaie forte. Les deux ont des avantages. Maintenant, lorsque la monnaie elle est faible, ce n'est pas mauvais en soi. Lorsque la monnaie est faible, ce n'est pas mauvais en soi. Parce que lorsque l'État décide d'avoir une monnaie faible, c'est parce que nous voulons que nos producteurs produisent en quantité suffisante pour pouvoir exporter. Donc l'objectif, c'est d'augmenter les exportations. Parce que lorsque la monnaie est faible, nos producteurs seront tentés d'aller vers des pays où la monnaie est forte afin d'avoir des devises, des recettes d'entrée. Même l'État aussi peut décider d'avoir une monnaie forte. Maintenant, lorsque la monnaie elle est forte... Et là, il faut faire le processus inverse. Il faut faire le processus inverse. Mais très rapidement, sur les mécanismes de contrôle. On sait que la DGCC, donc est cet organe-là, ce bras armé de l'État, on va le dire ainsi, qui veille donc à l'équité du marché, qui protège les consommateurs. Mais ce rôle-là, cela a été dit tout à l'heure dans le grand reportage que l'on vient de voir, ce rôle a été de plus en plus décrié. Mais cette année, on voit que les choses se sont plutôt bien passées. Et même là, on n'est qu'au 15e jour de Ramadan. Il faut vraiment renforcer cet instrument de contrôle, M. Sako. Il faut forcément renforcer cet contrôle, mais il faut forcément aussi sensibiliser et accepter toutes les organisations qui parlent au nom du secteur privé. Il faut associer tout cela à sensibiliser pour que les commerçants puissent comprendre, les détaillants, les grossistes puissent comprendre que ce n'est pas en augmentant les produits qu'on peut gagner plus. Si vous vendez moins, vous gagnez gros. Mais si vous vendez cher, donc vous gagnez petit. Donc, mais c'est la sensibilisation que les gens puissent comprendre. Donc, ce n'est pas la DGC seulement par la force. Il faut essayer d'associer toutes les organisations qui parlent au nom des commerçants, que ce soit les syndicats, les commerçants, la chambre de commerce. Il faut associer tout cela pour sensibiliser. En cela, on voit bien ce qu'avant, les commerçants ne veulent pas attendre le nom de DGCC, ne voulaient pas attendre le nom de la douane. Mais aujourd'hui, grâce à des sensibilisations, on s'assoit, on parle, on se comprend. C'est ce qui fait la bonheur de tous les opérateurs et le bonheur des Maliens aujourd'hui. Monsieur Traoré, qu'est-ce que votre regroupement, le Redokuma, c'est ça, fait concrètement pour protéger les consommateurs? Je vous pose cette question parce qu'on a vu que dans certains pays, la société civile est beaucoup plus présente. Quand il y a des augmentations, on les entend un peu plus, mais pour ce qui est de la société civile au Mali, voilà, le reproche qui est fait, c'est qu'elle est très conciliante, elle est très effacée. Qu'est-ce que votre regroupement fait concrètement pour protéger les consommateurs? Bon, d'accord, il y a, disons, souvent peut-être une méconnaissance du rôle des consommateurs, du fait que des associations de consommateurs au niveau des consommateurs au Mali, du fait que vraiment on ne voit pas beaucoup sur la place où il faut être. Et je crois que nous faisons ce que nous pouvons faire avec nos moyens aussi. Et chaque année, et cela depuis plus de 10 ans, chaque année, à la veille du mois de Ramadan, nous publions un communiqué diffusé au niveau des chaînes de télévision, dans la presse écrite, justement un communiqué à double dimension où on interpelle l'État par rapport à la spéculation, par rapport à la régulation du marché, par rapport à la maîtrise des prix, et de l'autre part, les commerçants également, vraiment pour une conscience
patriotique pour pouvoir vraiment assurer un bon approvisionnement et de façon légale. Hein, donc, nous lançons justement cet appel. Vous avez le sentiment d'être écouté? Bon, plus ou moins. Nous faisons beaucoup aussi en termes de sensibilisation des consommateurs. Et cela, nous le faisons dans différents domaines, suivant les projets qui sont initiés. Et nous avons mené beaucoup de projets. Et peut-être on ne peut pas citer tout ça. Et même en 2025, on a fini avec un projet de sensibilisation, d'éducation et d'information. C'était à niveau de l'alimentation de rue, par exemple. Et là, nous avons fait cela en partenariat avec des structures de contrôle de l'État, avec des transformatrices, des restaurateurs, etc. Bon, donc nous n'avons pas autant de moyens que les autres pour vraiment jouer notre rôle, parce qu'il y a cette asymétrie des moyens. En termes d'information, tout ce qu'on veut faire, il faut un financement. Donc ces moyens ne sont pas toujours à notre possession, malheureusement. Alors par rapport au contrôle, je pense que le contrôle doit être renforcé, innové. C'est vrai, il y a les numéros verts qui existent où les consommateurs peuvent appeler la DGCC pour signaler des cas d'infraction. Mais en plus de cela, le contrôle doit être revu, parce que le contrôle ne peut pas être efficace à 100% tant que nous sommes dans le système déclaratif. C'est le régime fiscal malien est un régime déclaratif, où c'est le producteur, c'est l'entrepreneur qui s'élève. Voilà, donc ça doit être l'inverse, effectivement, pour permettre à l'État d'être au courant même des mouvements, des opérations qui se passent réellement au sein de ces. Mais je pense qu'il y a des contrôles inopinés. Hein, non, pas les contrôles inopinés, le régime même, de changer le régime fiscal même. Je parle de la fiscalité ici parce que ça impacte aussi sur l'inflation. Donc revoir le système déclaratif en système contraire pour permettre à l'État de maîtriser, de mieux voir clair dans ces trucs-là. Messieurs, nous arrivons au terme de cette émission. Je vais faire un dernier tour de table vraiment sur les solutions immédiates pour non seulement faire donc de notre économie une économie forte, mais surtout une économie où les prix sont stables, quelle que soit la période. Je sais que bientôt les fêtes religieuses, je pense notamment à la fête de Ramadan, comme on dit communément, et à ce niveau aussi, on constate l'augmentation des prix, même si là on ne parle pas des produits alimentaires, mais des habits, des chaussures et bien d'autres. Justement, comment faire en sorte que ces prix restent stables, quelles que soient les circonstances. D'ailleurs, est-ce que c'est réaliste de penser ainsi? Je vais commencer par vous. Oui, effectivement, ces politiques conjoncturelles, c'est-à-dire des solutions court-termistes, ont tantôt été évoquées par les trois politiques conjoncturelles que j'ai dit, c'est pour résoudre la situation au temps T. Mais comme les politiques sont complémentaires, je l'ai dit, les politiques conjoncturelles et structurelles sont complémentaires. Donc, par rapport aux politiques structurelles, ce qu'on peut faire, c'est par rapport à la politique industrielle, il faut qu'on essaye de revoir cela. L'État doit subventionner, parce que la politique industrielle vise à subventionner les entreprises, mais aussi en nationalisant certaines entreprises pour pouvoir permettre à l'État de maîtriser les prix. Il faut nationaliser certaines entreprises. Je n'ai pas dit tout, mais nationaliser certaines entreprises. Certaines entreprises stratégiques pour permettre à l'État vraiment d'avoir la maîtrise de ces prix. Mais en plus de cela aussi, il y a la politique de planification. Parce que ces entreprises-là fonctionnent dans l'obscurité. L'État doit mettre en place un plan indicatif à travers la politique de planification qui vise à orienter les décisions d'investissement de ces entreprises-là. Parce que ces entreprises-là, pour la plupart, il n'y a pas des experts qui les animent. Mais l'État peut, à travers ses propres structures, essayer d'orienter les décisions d'investissement de ces entreprises. Et pour terminer, il y a la politique des revenus. Parce qu'il y a là aussi le problème, c'est ce qui pèse aussi sur le pouvoir d'achat, parce que les revenus, les richesses qui sont générées à travers les activités économiques, il y a un problème au niveau du partage. Parce que la valeur ajoutée doit être partagée de manière équitable pour permettre non seulement aux producteurs, aux salariés, à l'État, aux investisseurs et aux actionnaires, à tout le monde, d'avoir sa part de façon équitable. Donc ce qui permettra aussi d'avoir un effet escompté sur le pouvoir d'achat. Cheikh Oumar Sako. Oui, je voudrais répondre un peu sur le propos de mon ami par rapport aux fiscalités. Nous avons lutté contre quelque chose ici par rapport au paiement de nos taxes, les patentes. Les impôts, avant, ils partaient dans différents magasins, ils regardent seulement les produits, ils disent que toi, tu dois payer 200 000 francs, tu dois payer 1 million. Toi, en discutant que peut-être que vous allez en commun accord avec quelque chose et tu payes ça.
Mais aujourd'hui, ici, on a eu à gérer comme paiement de 3% sur le chiffre d'affaires. Je crois que c'est quelque chose qu'on a gagné, on doit améliorer. On a gagné quelque chose, il faut laisser ça et retourner encore à l'épargne. Donc ça sera vraiment très mal pour les opérateurs économiques. Il y a un contrôle. Toi, tu viens aujourd'hui, tu dis que le système déclaratif, tu dis que tu as un chiffre d'affaires de 1 million. Tu paies 3% de ce chiffre d'affaires. Mais les DGC, les impôts ont la possibilité aussi d'aller te contrôler. Est-ce que ce que tu as dit, que tu as le chiffre d'affaires de 1 million, exactement c'est ça? Tu ne peux pas vendre plus d'une valeur de 1 million. Déjà, toi, ton chiffre d'affaires, c'est 1 million. Tu ne peux pas donner une facture à quelqu'un que tu as vendu quelque chose à 2 millions ou bien 1 million 500. Hein? Donc, tandis qu'il y a un contrôle, on essaie d'améliorer. Il ne faut plus qu'on retourne en arrière parce que c'est ce qui fait peur aux commerçants. Parce qu'un agent des impôts vient voir, c'est toi, il ne sait pas combien il y a dans ton magasin. Il se dit, toi, tu as beaucoup, hein? Toi, tu dois payer 1 million. C'est pour amener une autre discussion encore. On a eu la chance d'avoir le paiement du chiffre d'affaires. Je crois qu'on doit améliorer. Je vois qu'on a une ministre aujourd'hui qui est en train de se battre pour industrialiser. Si jamais que tous les importateurs se donnent la main pour faire des industries au Mali ici, je crois que les importations, ça va beaucoup diminuer. Tant que nous ne sommes pas organisés pour faire des industries, il faut continuer à subventionner. Et le subventionner, ça n'en finit pas. Donc moi, je crois que l'État doit se mettre à sensibiliser les commerçants. C'est vrai, aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont en train de s'industrialiser, hein, mais il manque encore de financement. Si l'État pouvait appuyer tous ceux qui ont pensé de faire des industries ici, si l'État peut nous aider à les appuyer, à faire plusieurs industries ici, par rapport au sucre, ce n'est pas quelque chose qui est difficile. Hein? Les opérateurs économiques se mettent ensemble tout de suite pour créer une société. Mais il y a le sucre au Mali, on a une entreprise de sucre, de production de sucre local. On va plus importer. L'entreprise a été relancée même on ne va plus importer. Si on se met tout de suite pour organiser les opérateurs économiques, pour aller à Miono ou là où on cultive les riz, donc on ne veut plus importer. Donc je pense qu'il faut que l'État se mette à sensibiliser les opérateurs économiques, comme c'est une bataille des ministres du Commerce, ce n'est pas pour flatter M. Alassane Diallo. Donc je pense que ça va se régler tous les problèmes. Monsieur Traoré, pour le mot de la fin. Oui, comme piste, moi je pense que il faut repenser notre développement. Et il faut aller maintenant à ce que j'appelle la conquête de la souveraineté alimentaire, qui est primordial. C'est-à-dire que le développement économique, là, il faut que l'État puisse repenser une politique qui puisse nous permettre de produire les produits, les biens dont nous avons besoin en priorité dans notre pays. L'alimentation d'abord. Et comme il l'a dit, il faut l'industrialisation, il faut le développement de notre agriculture. Il faut mettre en cohérence tout cela pour créer des chaînes de valeur qui puissent nous permettre d'avoir ce dont nous avons besoin. Les devises, tout ce qu'on fait comme subvention, les produits importés, c'est avec des devises qu'il faut avoir tout ça. Donc c'est des manques à gagner encore. Notre développement est la seule solution pour pouvoir sortir de cette situation toujours d'assistance, de subvention et autres mesures qui sont en fait des palliatifs temporaires. Moi, je pense que vraiment l'État doit repenser le développement. Par rapport au cas de la viande, par exemple, la cherté de la viande, c'est dommage, c'est inconcevable dans notre pays. On aurait dû prendre les mêmes dispositions qui ont été prises pour assurer l'approvisionnement et la maîtrise des prix des produits de première nécessité. En amont, hein, depuis des mois, on aurait dû penser à cela pour éviter cette situation que nous connaissons aujourd'hui. Le développement de notre agriculture, l'industrie, l'agriculture, voilà ce qu'il faut pour que nous puissions vraiment nous développer rapidement. Merci messieurs d'être venus sur le plateau d'Entreprendre, participer à notre débat intitulé Ramadan et Carême, moteur économique ou pression sur le pouvoir d'achat. Je rappelle que j'ai eu le plaisir de recevoir sur ce plateau monsieur Oumar Traoré. Il est le vice-président du regroupement pour la défense des consommateurs du Mali, Redé Koma.
Merci M. Traoré d'être venu sur le plateau. J'ai également eu le plaisir de recevoir M. Cheikh Oumar Sako, un habitué de ce plateau. Il est le président du syndicat national des commerçants et contribuables du Mali. Merci également M. Sako. Merci infiniment à M. Wali Tekete, économiste financier, qui faisait sa première sur notre plateau, et j'espère vous revoir très bientôt. Merci infiniment, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis, et à très bientôt sur TM.